Darely, anthropologue, notamment, et aussi avocat et professeur associé à l'Université de Chicago, et aussi membre du barreau de New York, Illinois. Il a travaillé sur la guerre, la migration, la racialisation en Asie du Sud-Est, dans les Balkans et au Moyen-Orient. Darely a écrit The Universal Enemy, Jihad, l'Empire Jihad et le défi de la solidarité en 2020. Il vit et il travaille dans la bande de Gaza. Il travaille pour le Centre palestinien pour les droits humains, Human Rights Watch et B'Tselem. Le titre de son exposé, c'est le génocide le plus moral au monde. Vous avez la parole. Pour commencer, je remercie Didier Fassin, le professeur Didier Fassin. Merci de m'avoir invité à prendre la parole. Merci pour son équipe également, au Collège de France, d'avoir organisé cet événement. De plus, mes chers collègues, merci d'être là. C'est un honneur d'être dans ce débat avec vous. Et je vous remercie, vous, cher public, merci d'être venu ce matin, passer du temps à nous écouter. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la politique du génocide. Non pas des faits de génocide, tels que commis par l'État d'Israël dans la bande de Gaza. Je vais plutôt parler des structures mondiales qui façonnent le discours sur le génocide et voir comment ceci a évolué depuis 2 ans. En fait, vous allez voir, il s'agit d'une cartographie de la montée et de la chute de certaines formes de l'organisation des pensées et des actions sur les atrocités de masse. Et pour commencer, je vais parler en fait de 2 collines proches qui sont proches de Jérusalem. Ici, vous avez Yad Vashem, en fait, le mémoire officiel de l'Holocauste, le musée de l'État d'Israël. C'est un lieu de pèlerinage pour les dignitaires en visite, et pour les enfants qui sont en voyage scolaire. Je m'y suis rendu pour la première fois en été 2002, après avoir passé 1 an dans la bande de Gaza. Comme beaucoup de personnes, je suis allé là-bas parce que, en fait, je voulais mieux comprendre l'Holocauste, comprendre son rôle, son sens dans la vie moderne. Mais en fait, en quittant le musée, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à moins d'1 kilomètre de là, sur une autre colline, j'ai vu Kfar Shaul, une communauté israélienne qui abrite un hôpital psychiatrique qui est bien connu, car c'est là qu'ils ont été les premiers à diagnostiquer le syndrome de Jérusalem. En fait, ça veut dire que tous les touristes émerveillés par Jérusalem se prennent temporairement pour des personnages de la Bible. Ce que j'avais lu aussi, bien sûr, c'est que Kfar Shaul a été construit au sommet des ruines d'un village palestinien de Deir Yassin, théâtre du massacre le plus tristement célèbre de la Nakba de 1948. Certaines des maisons en pierre de Deir Yassin sont encore debout et font partie de l'hôpital psychiatrique de Kfar Shaul. Voilà, en vue rapprochée, vous avez Deir Yassin, Kfar Shaul, les deux, l'un dans l'autre. 2 collines, disais-je. L'un des sites de mémoire les plus connus aux atrocités de masse dans le monde, et c'est là où s'est en fait déroulée une atrocité de masse dont on se souvient encore aujourd'hui. Cette juxtaposition illustre très bien la politique du génocide. Car en effet, en 1948, ce qu'on a vu, c'est l'année de la Nakba, mais c'est aussi l'année où la communauté internationale a adopté le traité dont Didier a parlé, qui allait consacrer le génocide comme un crime au regard du droit international. Au cours des décennies, le génocide est devenu ce que l'on appelle le crime des crimes. En fait, c'est une forme superlative d'atrocité de masse qui devait susciter une opposition inconditionnelle, absolue et universelle. Mais en même temps, la Convention sur le génocide a promulgué une définition juridique étroite et hautement technique, facilement manipulable par les États. Elle définit le génocide comme des séries d'actes commis avec une intention spécifique, c'est-à-dire, je cite, « détruire, soit complètement, soit en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel ». Fin de citation. Eh bien, cette formule permet aux États
de commettre des violences d'extermination massives sous le couvert de la poursuite d'objectifs légitimes en temps de guerre. Elle exclut même éventuellement la violence qui est discriminatoire. Par exemple, comme le fait de tuer des personnes parce qu'elles appartiennent à un groupe protégé, ça peut être distingué du fait de tuer une personne dans l'intention de détruire ce groupe en tant que tel. Bon, s'il vous est difficile de suivre ce que je viens de dire, votre problème, c'est pas vous, c'est pas moi. En fait, c'est une argumentation juridique que seuls les avocats peuvent comprendre. Je dis pas ça parce que moi-même je le suis. C'est-à-dire un visage, comme si on disait un visage que seule sa mère peut aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, ces limites, ces limitations, elles ne sont pas là par hasard. Il y a beaucoup d'États qui ont signé la Convention sur le génocide, qui avaient eux-mêmes commis des atrocités de masse. Donc, on a fait bien attention à la définition juridique qui puisse offrir aux États un certain degré de déni plausible. Dans les décennies récentes, le génocide est apparu à la fois comme une épée et un bouclier. Si nous revenons maintenant aux deux collines, Yad Vashem concrétise au sens propre la manière dont Israël, en tant qu'État, a mobilisé la mémoire de la Shoah pour justifier et déposséder le peuple palestinien. La violence que nous pouvons voir dans les maisons en pierre réappropriées de Der Yassin, comme vous voyez juste au-dessus de la vallée. Selon cette logique, les Juifs européens ont survécu au plus grand crime de l'histoire. Par conséquent, tout crime commis par Israël, maintenant, est nécessairement petit, insignifiant en comparaison. Ce dont cet argument manque, elle peut être compensée en fait par une véhémence impassible. Ainsi, c'est l'ombre des atrocités de masse qui permet à la violence coloniale d'être non seulement tolérable, acceptable, mais aussi légitime. C'est pourquoi Israël et ses apologues ont, par exemple, depuis longtemps décrit l'armée israélienne pas simplement comme une armée morale, mais l'armée la plus morale au monde. Mais cette instrumentalisation de la mémoire de l'Holocauste, ça dépasse largement ce qui s'est passé en Palestine. C'est également le pivot d'un projet universaliste qui a été soutenu par l'impérialisme américain au cours des décennies passées. Après Yad Vashem, le monument de la Shoah le plus connu au monde, c'est aux États-Unis, c'est le Holocaust Memorial Museum à Washington. Il a ouvert les portes en 1993, alors que les États-Unis entraient triomphalement dans un nouvel ordre mondial post-guerre froide. Si Yad Vashem est un argument selon lequel le sionisme est la réponse naturelle à l'Holocauste, ce musée de Washington présente l'idée compatible selon laquelle mettre fin à l'Holocauste est la justification la plus évidente de la bienveillance américaine. Inutile de dire que ce sont des récits ahistoriques. Ils effacent la collaboration entre les mouvements sionistes et le régime nazi. Ils effacent le refus des États-Unis pendant la guerre d'accepter les réfugiés juifs qui essayaient d'échapper à la persécution. Ils effacent le rôle joué par l'Union soviétique dans la défaite du nazisme. Et bien sûr, ils effacent la violence fondatrice des deux États, y compris le génocide et l'esclavage explicite aux États-Unis, la base des États-Unis. Néanmoins, à partir des années 90, ceci s'est cristallisé. Ce qui s'est cristallisé, c'est ce qu'on pourrait appeler l'universalisme génocidaire, un ensemble d'idées, de pratiques, d'institutions mobilisées autour de l'argument prétendument universel, selon lequel le génocide est l'atrocité suprême et que l'arrêté peut justifier plusieurs projets de gouvernance mondiale, notamment ceux soutenus par l'armée américaine. En fait, soyons clairs, il s'agit en fait d'engagements idéologiques qui ne tiennent pas bien la route. Il ne s'agit pas simplement des droits humains ou de notions capitalistes de la liberté, mais l'idée c'est que ce qui doit être défendu, c'est l'absence de génocide au sens strict du terme. Mais cela arrangeait bien une époque considérée comme post-idéologique lorsque les États-Unis cherchaient à justifier leur hégémonie unipolaire dans le monde. Donc, commençons en 1993, lorsque la cérémonie d'inauguration du musée cérémonial de l'Holocauste des États-Unis a cristallisé publiquement un aspect important de la relation spéciale qui lie Israël et les États-Unis, le contrôle commun du discours sur le génocide.
L'écrivain Elie Wiesel, fervent sioniste et l'un des survivants de l'Holocauste, bien connu, lors de l'ouverture, a publiquement imploré Bill Clinton, à l'époque, je cite, « d'agir pour mettre fin au bain de sang dans les Balkans, Bosnie-Herzégovine ». Les images médiatiques de ces hommes blancs émaciés derrière des barbelés, victimes des atrocités de masse commises dans les Balkans, ont trouvé un écho dans cette prise de conscience croissante de l'Holocauste, renforcée par les nombreuses commémorations du 50e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale et par des films hollywoodiens tels que La liste de Schindler de Spielberg, qui était sorti la même année. En tant qu'enfant d'émigrants asiatiques aux États-Unis ayant atteint l'âge adulte dans les années 90, ces commémorations télévisées ont été parmi mes souvenirs les plus marquants. Souvenirs de conscience politique, d'un nouveau monde plein d'espoir, où les leçons tirées des atrocités auraient, nous l'espérions, être mises à profit au service des droits humains partout dans le monde. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, les élites américaines, à la recherche d'arguments pour justifier leur domination militaire mondiale, se sont tournées vers l'intervention humanitaire comme moyen de traiter avec les États dits voyous qui exerçaient suffisamment de souveraineté pour défier les dictats de Washington, mais qui n'étaient pour autant pas suffisamment puissants pour dissuader les intimidations militaires. Les années 90, marquées par une attention médiatique particulière portée aux atrocités de masse commises en Europe et en Afrique centrale, ont également vu une institutionnalisation généralisée du génocide devant les tribunaux internationaux. Ceux qui ont souffert des atrocités de masse à travers le monde ont rapidement compris que la Shoah constituait le modèle dominant qui permettait aux décideurs politiques américains de comprendre la situation. Cherchant à obtenir de l'aide face aux atrocités génocidaires, les élites bosniaques ont activement fait pression sur les organisations sionistes pour qu'elles les soutiennent à Washington, en invoquant souvent le souvenir de l'Holocauste. Hussein Zivaj, ambassadeur de Bosnie en Autriche pendant la guerre, m'a raconté comment il avait convaincu Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis, en lui racontant l'histoire de la communauté juive de Sarajevo. De son côté, l'aile la plus libérale de l'établissement sioniste considérait également la Bosnie puis le Kosovo comme des lieux où les populations musulmanes européennes pouvaient être cultivées comme des alternatives modérées à leurs co-religionnaires à la peau plus foncée. En maintenant une solidarité inébranlable avec la Palestine, Thomas Friedman, célèbre chroniqueur du New York Times, a par exemple souligné le fait que les États-Unis se sont battus pour la liberté des musulmans dans les Balkans comme l'une des nombreuses choses pour lesquelles les Arabes étaient ingrats. Même dans les formes les plus quotidiennes, ces constellations d'intérêts a influencé la manière dont les crimes de masse ont été commémorés partout dans le monde. En l'an 2000, je visitais un mémorial dédié au génocide rwandais dans la ville de Nyamata, à 1 heure au sud de Kigali. Je suis rentré dans une pièce où s'entassaient des chaussures. Ce symbole terrifiant était tout de suite reconnaissable. Ça venait directement des camps de la mort nazie, où le processus d'extermination industrialisé dépouillait méthodiquement les victimes de leurs vêtements et de leurs biens dès leur arrivée. Mais cela avait moins de sens dans le contexte du génocide rwandais, où les meurtres étaient généralement plus personnalisés et exigeaient davantage de main-d'œuvre. Par ailleurs, le premier film hollywoodien sur le génocide, qui s'appelait Hôtel Rwanda, a sans doute été présenté comme la version africaine de la liste de Schindler. L'Holocauste était clairement le modèle, ou la référence, à l'aune de laquelle les autres génocides devaient être mesurés. Le régime rwandais post-génocide s'est montré tout aussi habile que ses alliés américains pour exploiter habilement la commémoration du génocide, rallier les soutiens et faire taire les critiques. Cette décennie marquée par le génocide a culminé en 1999 avec le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN dans le but de mettre fin aux atrocités de masse au Kosovo.
La prévention, répression du génocide sont devenus un élément important de l'arsenal de l'impérialisme américain, justifiant presque toutes les guerres menées par les États-Unis depuis lors. L'utilisation par Saddam Hussein d'armes chimiques contre les populations kurdes de Halabja en 1988 a été qualifiée de génocide. Encore, le spectre du génocide a été invoqué lorsque l'OTAN a bombardé la Libye, ouvrant la voie au renversement de Kadhafi. La croisade contre l'État islamique autoproclamé en Irak et en Syrie comprenait des intrigues secondaires visant à sauver les Yézidis et les Kurdes contre le génocide. Même en l'absence d'une guerre ouverte, les États-Unis ont brandi des accusations de génocide pour sanctionner leurs adversaires et rivaux, tels que le Myanmar pour les Rohingyas, le Soudan pour le Darfour et la Chine pour le Xinjiang. Soyons clairs, je ne suggère pas que les accusations juridiques de génocide dans ces autres lieux soient nécessairement sans fondement. Ce que je souligne plutôt, c'est l'existence d'un environnement inégalitaire, saturé par la puissance américaine, où certaines interprétations juridiques sont considérées comme plausibles, alors que d'autres sont rejetées. L'un des principaux effets de l'universalisme génocidaire a été d'enrôler les formations politiques libérales, voire de gauche, actives en Occident, dans des projets de guerre impérialiste. Cela est devenu notamment évident après le 11 septembre et l'avènement de ce que l'on a appelé la guerre contre le terrorisme. Pour les fractions de la classe dirigeante qui pouvaient trouver inconvenant le chauvinisme et les expressions ouvertes d'anémosité anti-musulmane de la guerre contre le terrorisme, la prévention du génocide offrait une base beaucoup plus noble pour justifier l'action militaire. Par conséquent, et pour être clair, l'universalisme génocidaire était tout au plus un complément utile à l'impérialisme américain. Donc nous pouvons passer brièvement en revue la logique de l'universalisme génocidaire. Il y a 3 règles fondamentales. 1. Le génocide est le pire crime possible et peut donc justifier toute autre forme de violence. 2. La Shoah, c'est le cas ultime de génocide. Et 3. Celles et ceux qui peuvent revendiquer avec succès l'autorité morale de la Shoah ont le pouvoir de décider quel cas constitue un génocide et quelles mesures doivent être prises en conséquence. Ces règles, ainsi que les institutions et les pratiques qui en découlent, cherchent à imposer comme évidente l'idée que les États-Unis et Israël jouissent d'un duopole sur l'interprétation du génocide afin de justifier leurs agendas respectifs. Israël comme victime vertueuse et les États-Unis comme le vengeur ultime. En conséquence, pendant des décennies, les débats sur le génocide ont suivi un tracé très prévisible. L'accusation fonctionnait comme une sorte d'arme rhétorique de destruction massive dans le discours public occidental, un absolu moral qui l'emportait sur toute autre préoccupation. Comme pour toutes les armes de ce type, les puissants ont cherché à restreindre le nombre de personnes pouvant la posséder et l'utiliser efficacement. À cette époque, accuser Israël et les États-Unis de génocide ou les comparer aux nazis, c'était un moyen rapide de se rendre insignifiant, ridicule et d'être censuré dans la vie publique. Accuser les pouvoirs en place de génocide comportait le risque d'être non seulement dans l'erreur, mais aussi d'étirer le concept à l'extrême et de le vider de son sens. Selon cette logique, les accusations injustifiées de génocide risquaient de priver le terme de ses effets magiques et que son utilisation était censée déclencher. Pendant ce temps, les Palestiniens ont longtemps été qualifiés de génocidaires, simplement pour avoir scandé des slogans réclamant la liberté, de la rivière à la mer, tandis qu'accuser Israël de génocide était considéré comme une usurpation du patrimoine juif et un acte d'antisémitisme en tant que tel. Ce projet universaliste que je viens de décrire et qui est fondé sur le duopole
américano-israélien qui utilise le génocide comme un outil rhétorique pour discipliner les indésirables s'est progressivement démantelé au cours des 2 dernières années sur les ruines de Gaza. Le premier coup, c'était en janvier 2024, lorsque la Cour internationale de justice à La Haye a jugé recevable une requête déposée par l'Afrique du Sud contre Israël. Quelle que soit l'issue finale de cette affaire, cette décision préliminaire a brisé le tabou qui entourait l'accusation de génocide contre Israël. Un tabou qui ne visait pas à débattre de la pertinence d'une telle qualification, mais à délégitimer son utilisation. Depuis lors, cette accusation de génocide n'a fait que gagner en crédibilité. Amnesty International, Human Rights Watch, l'organisation israélienne B'Tselem, ainsi que la commission d'enquête des Nations Unies, ont tous repris à leur compte la conclusion à laquelle les groupes palestiniens de défense des droits humains étaient parvenus, à savoir que l'accusation de génocide était tout à fait fondée. Je tiens à souligner qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une réaction naturelle ou inévitable aux crimes commis par Israël. Après tout, l'histoire regorge de génocides qui restent méconnus. Il s'agit plutôt du résultat du pouvoir politique exercé par la mobilisation de masse, par la résistance palestinienne sous toutes ses formes et par la solidarité manifestée dans la région et dans le monde entier, de Sahana à Beyrouth, en passant par Téhéran, jusqu'aux rues de Madrid, de Paris, de New York, de Bogota et de Johannesburg. Mais nous devons reconnaître que la fin de l'universalisme du génocide n'est pas nécessairement une victoire pour la justice, car à mesure que la capacité d'Israël à nier et à détourner l'attention des accusations de génocide est en train de s'affaiblir, nous assistons à un phénomène encore plus inquiétant, le démantèlement complet du soutien à la norme du génocide. Pour dire les choses simplement, il semble qu'Israël et les États-Unis aient décidé que s'ils ne peuvent contrôler le discours sur le génocide, alors peut-être que le concept n'a plus grande utilité. Le 4 septembre, le musée de l'Holocauste de Los Angeles, le musée le plus ancien sur le sujet aux États-Unis, a publié sur Instagram une image représentant 6 avant-bras de différentes couleurs de peau, les mains entrelacées, chacune sur le poignet de l'autre. Le poignet le plus pâle porte un numéro, clairement une référence à la pratique consistant à tatouer des numéros sur les poignets des Juifs dans les camps de concentration. La légende proclamait haut et fort « Plus jamais » ne peut pas simplement signifier « plus jamais pour les Juifs ». L'implication était claire. Les Juifs européens et les peuples à la peau foncée ont un intérêt commun à s'opposer au génocide. Avant le 7 octobre 23, cela aurait été un exemple tout à fait banal d'universalisme génocidaire. Mais le musée a vite fait face à une réaction de la part des sionistes qui l'ont accusé de critiquer le génocide perpétré par Israël à Gaza. Et en quelques jours, l'image avait disparu, remplacée par des excuses serviles rédigées dans le style institutionnel habituel. En fait, le nouveau message disait « Nous avons récemment publié un article sur les réseaux sociaux dont le but était de promouvoir l'inclusion et la communauté, mais qui a pu être interprété à tort par certains comme une déclaration politique au sujet de la situation actuelle au Moyen-Orient. Ce n'était pas notre intention. Le message a été supprimé. Afin d'éviter toute confusion, nous nous engageons à faire mieux à l'avenir et veillerons à ce que nos publications soient conçues de manière plus réfléchie. Ce qui est remarquable dans cet incident, ce n'est pas l'affirmation que certains groupes de Juifs pourraient penser que l'Holocauste est le seul génocide ou le génocide le plus important. Ce qui est frappant, c'est le renoncement à un projet universaliste. Les gardiens du génocide ont perdu leur confiance en leur capacité à déterminer de manière concluante quelles atrocités méritent cette appellation et quelles sont celles qui ne le méritent pas. Cet incident est une admission tacite du fait que lorsque le public du musée de l'Holocauste à Los Angeles entend le mot génocide,
il est moins susceptible de penser d'abord à l'Holocauste qu'à Gaza. Quelles sont les voix qui ont convaincu le musée de l'Holocauste de Los Angeles à supprimer sa publication? Eh bien, pour illustrer davantage l'autodestruction de l'universalisme du génocide, j'aimerais attirer votre attention sur un autre acte remarquable de discours politique. Je vous présente Sarah Hurwitz, qui a récemment attiré l'attention pour ses remarques lors d'une conférence d'organisation juive américaine à Washington. Je pense que malheureusement, le pari très intelligent que nous avons fait sur l'enseignement de l'Holocauste pour lutter contre l'antisémitisme dans ce nouvel environnement médiatique commence à s'effriter. Parce que parler de l'Holocauste, c'est absolument essentiel, mais cela peut semer la confusion chez certains de nos jeunes, parce que les jeunes apprennent qu'il y a des grands nazis qui font du mal à des petits juifs faibles et émaciés. Et ils se disent, ah ben, l'antisémitisme, c'est comme le racisme contre les Noirs. C'est des Blancs puissants contre des Noirs sans pouvoir. Alors quand ils voient toute la journée sur TikTok des Israéliens puissants faire du mal à des Palestiniens faibles et maigres, pas surprenant qu'ils pensent, ah, je sais que la leçon à tirer, c'est qu'il faut combattre Israël. Hurwitz s'inscrit dans la tendance dominante libérale américaine. Elle est diplômée de Harvard, elle a travaillé comme plume pour de grands noms du Parti démocrate, Al Gore, John Kerry, Hillary Clinton. Elle a écrit des discours pour Barack Obama, ainsi que pour Michelle Obama. Elle fait partie de ces personnes dont les opinions sur le sionisme est considérée comme très importante. Elle n'est pas une exception. Pour Hurwitz, l'éducation sur l'Holocauste, pilier de l'universalisme du génocide, a bien fonctionné, mais a presque trop bien fonctionné. En fait, ce qu'elle dit, c'est que la communauté juive voit un désintérêt des jeunes générations de juifs américains pour Israël et pour le sionisme. C'est un point de vue banal, son argument n'est pas sans fondement. Je peux moi-même témoigner du succès de ce projet universaliste. Mais, alors que les déclarations du musée de l'Holocauste de Los Angeles suggèrent que les Juifs ne sont plus tenus à s'opposer au génocide commis contre d'autres peuples, Hurwitz semble tenir des propos encore plus troublants. Notez qu'elle fait référence au pari que l'on a fait sur l'éducation à l'Holocauste. Quelle est la nature du pari en question ? Après tout, dans la mesure où l'Holocauste a peut-être été l'épisode le plus important de violent antisémitisme jamais connu, l'enseignement de l'Holocauste pourrait servir, par définition, à éduquer contre l'antisémitisme. Mais pour Hurwitz, l'objectif de cette éducation contre l'antisémitisme, c'est tout autre chose et ça s'apparente davantage à un endoctrinement sioniste. Pour Hurwitz, l'enseignement ne sert pas les objectifs du sionisme et donc pose un problème. Permettez-moi de conclure mon intervention en vous parlant d'un dernier monument dédié aux atrocités de masse. Il n'est pas aussi officiel que le mémorial Yad Vashem ou que le musée américain du mémorial de l'Holocauste, mais contrairement à Der Yassin, les auteurs n'ont aucun intérêt à le cacher. En fait, ils veulent que ce soit visible. Ici, c'est mon ancien quartier, Rimal. Autrefois une zone aisée dans la ville de Gaza. Cet espace que vous voyez ici, marqué d'une étoile de David, a été marqué début 2024, probablement gravé dans le sol par les chenilles des véhicules militaires lors de la première incursion de l'armée israélienne dans cette zone. En 2001, j'ai vécu pendant 6 mois dans un petit appartement situé dans la rue voisine, nommé en l'honneur de Folke Bernadotte, diplomate suédois, qui avait aidé à sauver des milliers de juifs des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a ensuite été assassiné par la milice sioniste. Je passais tous les jours devant ce parc. Je me souviens très bien des points de repère de ce parc. Je me souviens de la station-service Arazi, de la mosquée Al-Katiba, de la bibliothèque Jawaharlal Nehru et de l'université Al-Azhar de Gaza.
Lorsque j'ai partagé cette image sur les réseaux sociaux, il y a eu deux types de réactions. La première était moquerie, satisfaction, voire joie. L'étoile de David, qui était l'expression du triomphe juif face à l'antisémitisme. Et cet acte de vandalisme était à la fois inévitable et louable. L'autre réaction, c'était l'horreur et le dégoût. Ce qui se manifestait généralement par l'observation du fait que l'étoile de David était désormais assimilable à une croix gammée. Je comprends ce sentiment comme signifiant que tout symbole, quelle que soit sa signification d'origine, peut, dans un contexte différent, être transformé comme un moyen de terroriser les autres. C'est ainsi que la croix gammée, symbole de l'iconographie hindoue, a fini par être largement associée au nazisme. C'est ainsi que la croix chrétienne a été associée au Ku Klux Klan et est devenue un symbole de la suprématie blanche. Cette observation est étroitement liée à un argument que l'on entend parfois, selon lequel Israël serait né en réponse aux nazis et aujourd'hui trahirait ironiquement ses nobles principes en agissant exactement comme les nazis. Ce mode de lamentation compatissante flatte le sionisme en lui offrant sa possibilité d'une rédemption et efface sa nature coloniale. Mais la réalité est tout autre. En Occident, dans le débat public depuis 75 ans, le nazisme est la référence de ce qui est inacceptable. Il est le mal auquel tous les autres mots sont nécessairement comparés. Et maintenant, ce ne sera plus le nazisme, mais le sionisme. Ce n'est pas à cause d'une quelconque comparaison objective de la gravité des crimes ou des atrocités de masse, comme si un tel calcul grotesque était encore possible, mais plutôt, si cela se produit, ce sera plutôt parce que le nazisme lui-même aura été réhabilité par une droite renaissance. Ce sera parce que le centre libéral qui s'appuie sur le nazisme comme le grand mal justifiant les autres maux aura totalement sacrifié sa propre crédibilité en soutenant le génocide à Gaza. Je dois ajouter que le scénario que je dessine est le scénario le plus optimiste, car il implique au moins la possibilité d'une confrontation continue entre fascisme et antifascisme. L'issue d'une telle lutte ne va pas être claire. Elle pourrait facilement être remportée par le fascisme, ce qui signifierait, entre autres, que le génocide ne serait plus considéré comme une atrocité, mais deviendrait simplement une manière ouvertement acceptée de faire de la politique. Quoi qu'il en soit, l'État d'Israël continuera de combiner la violence coloniale à l'angoisse liée à l'illégitimité de cette violence dans un monde prétendument post-colonial. À mesure qu'il perdra sa légitimité internationale, il ne fera que s'enfoncer davantage dans sa propre certitude et autosatisfaction. Malgré les hauts et les bas de l'universalisme génocidaire, la logique de terrain a perduré. La violence qui ne peut être cachée doit être justifiée. La violence qui ne peut être justifiée doit être célébrée. Si Israël commet un génocide, alors ce génocide doit nécessairement être juste, tellement juste qu'il doit en fait être le génocide le plus moral au monde. Merci.